Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour célébrer un palier important puisqu'on vient de franchir le cap des 10 000 abonnés. J'avais donc envie de marquer le coup et pour cette occasion, on va donc réaliser une foire aux questions où je vais répondre à vos questions. Cette vidéo est aussi la première de 2020, donc avant tout je tiens à vous souhaiter une bonne année, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui débute. Je vous souhaite la joie, la santé, le bonheur et plein d'ondes positives. J'espère que ce sera une année riche et qui vous comblera. Du coup, pour cette vidéo, je n'ai pas décidé de faire de rétrospective comme certains autres youtubeurs peuvent le faire à cette époque, tout simplement parce que vous savez que ma rétrospective, moi je le fais à la date anniversaire d'Animaiki, c'est-à-dire en juillet. Donc aujourd'hui, je vais répondre à vos questions et vous m'avez interrogé à propos de plein de sujets différents, que ce soit sur Facebook, sur YouTube ou sur Instagram. Donc c'est parti pour y répondre. J'ai sélectionné 25 questions, j'espère qu'elles répondront au mieux à votre curiosité et c'est parti! Avant de commencer la foire aux questions, je vais déjà vous réorienter sur quelques vidéos que j'ai déjà faites et qui sont déjà en ligne, où il y a les réponses à pas mal de questions que vous m'avez posées. Je vous mets tous les liens dans la barre d'infos. La première vidéo à laquelle je vais vous référer, c'est tout simplement la première foire aux questions que j'ai fait il y a maintenant 2 ans, mais où vous trouverez plein d'informations. Je vous liste les sujets que j'ai abordés, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour les consulter et voir s'ils vous intéressent, et à aller regarder cette fac. Il y a plein de réponses concernant mon métier ou encore la création d'Animaiki par exemple, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Tout ce qui concerne mon parcours avec les chevaux, mon expérience en centre équestre, mes diplômes en équitation, comment j'ai découvert l'équitation éthologique, mes débuts et tout ça, j'explique tout dans la vidéo sur mon parcours équestre. Elle dure plus d'1 heure, donc je pense qu'elle contient toutes les informations à savoir sur mon passé de cavalière avant Animaiki. On m'a aussi beaucoup posé de questions à propos des poulains, du débourrage, des jeunes chevaux, etc. La première chose à savoir, c'est que je fais mes vidéos avec les chevaux que j'ai sous la main. J'ai eu des poulains de propriétaires pendant certaines périodes, mais ils ont tous changé d'écurie, donc je n'en ai plus actuellement. Donc en fait, ça dépend pas vraiment de moi, mais plutôt des allées et venues dans mon écurie. N'ayant pas de poulains à travailler en ce moment, je ne peux donc pas montrer de choses les concernant. Pour autant, je rappelle que j'ai fait une série de 4 vidéos détaillées sur le débourrage de mon poney. Ça représente 3 heures de contenu au total, donc je vous invite à aller les regarder, vous trouverez sûrement des pistes intéressantes. On va maintenant passer aux 25 questions que j'ai sélectionnées. Je vous envoie le minutage et les sujets qu'on va aborder. Avant de devenir propriétaire, il y a plein de chevaux qui me faisaient rêver et bien sûr quand je m'imaginais mon futur cheval, il y avait beaucoup de choses dont j'avais envie, plein de races qui me plaisaient, mais je pense que ce qui se détachait le plus quand même c'était un Irish Cob.
idéalement Silver d'Apple parce que bah voilà, c'est ma robe préférée et puis surtout c'est une race que je trouve absolument magnifique. Donc voilà, j'avais vraiment envie de partir sur ce genre de modèle. En tout cas, un Irish Cob, ça me plaisait vraiment beaucoup. Et finalement, je suis très heureuse de ne pas avoir pris ça comme cheval. Tout simplement parce que je les trouve toujours aussi beaux, ça, il n'y a pas de souci, esthétiquement, ils sont vraiment magnifiques. Mais il y a plusieurs choses qui, aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que ça m'aurait pas du tout convenu. D'abord, l'entretien, parce que c'est vrai qu'au niveau des crins et des poils sur un Irish Cob, il y a de quoi faire. Et moi, clairement, je pense que j'aurais été dépassée parce que, voilà, les soins aux chevaux, ça me plaît. Mais passer des heures et des heures à brosser, ça m'aurait un petit peu refroidi, je pense. Et puis surtout, au-delà de ça, niveau caractère, je suis pas sûre que c'est le genre de cheval qui me conviendrait vraiment. Parce que je le vois aujourd'hui avec les chevaux de propriétaires que je manipule, j'ai pu avoir plein de caractères différents. Et plus j'en manipule, plus je me rends compte que les caractères qui ont tendance à être froids sont pas forcément les caractères qui me conviennent le mieux. C'est vrai que l'Irish Cob a quand même cette tendance à être assez froid, assez lourd. Alors bien entendu, la lourdeur, ça dépend de l'éducation qu'on donne au cheval. Mais c'est vrai qu'ils ont quand même tendance à être plus lourds qu'une race comme par exemple le pur sang arabe qui a beaucoup plus de potentiel de légèreté on va dire, mais encore ça dépend de l'éducation. Quoi qu'il en soit, je pense que le caractère de l'Irish Cob ne m'aurait pas convenu pour un cheval vraiment voilà, de tous les jours, un cheval qui soit à moi. Donc je suis très heureuse de ne pas être partie sur ce cheval que j'imaginais parce que ça ne m'aurait pas convenu. Alors, regretter d'avoir choisi Ladakh et Chanel, ça, non, ça m'est jamais arrivé. Tout simplement parce que au moment où je les ai achetés sur le marché, des autres chevaux que j'avais vus, c'était vraiment eux qui me plaisaient le plus, donc j'ai jamais regretté. Par contre, est-ce que j'ai déjà pensé à les vendre? Oui, et je ne compte même plus le nombre de fois où je me suis dit je les vends et puis c'est tout. Tout simplement parce que avec Ladakh et Chanel, on est passé vraiment par de très très nombreux passages à vide. On a eu des grosses périodes de déception pour moi qui ont été difficiles à gérer parce que j'avais pas beaucoup d'expérience lorsque je les ai achetés et puis parce que c'est quand même des poneys qui sont très affirmés, qui s'expriment beaucoup lorsqu'il y a quelque chose qui leur vont pas. C'est pas le genre de chevaux qui vont prendre sur eux et ne rien dire. Non, non, ils explosent tout de suite. Donc c'est vrai qu'avec mon manque d'expérience, les débuts, voilà, c'était pas évident. Et je me disais qu'il serait peut-être plus heureux avec quelqu'un d'autre, tout simplement, qui serait plus compétent, qui serait capable de leur donner peut-être un meilleur mode de vie et puis une meilleure vie, tout simplement. Parce qu'il y a eu beaucoup de fois où juste je me disais mais je suis pas assez bien pour eux, je suis pas assez compétente pour eux. Il leur faut quelqu'un qui soit plus fort, qui sache faire plus de choses parce que moi je m'en sors pas quoi. Et finalement, on a progressé, j'ai appris à les écouter, j'ai pris du niveau. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Ça fait très longtemps que je me suis plus dit que j'allais les vendre. Je pense qu'on est maintenant dans une période de stabilité. Mais c'est vrai que c'est des poneys qui me font faire des remises en question qui sont vraiment éprouvantes. Beaucoup plus que n'importe quel chevaux, alors c'est peut-être juste parce que c'est les miens, mais c'est vrai que le chemin avec eux est très chaotique, même aujourd'hui, alors que j'ai plus de niveau, c'est encore tous les jours un défi de travailler avec eux. Et je dis pas que c'est des chevaux qui sont extrêmement difficiles, mais c'est juste que par rapport à mon expérience, voilà, c'est un petit peu compliqué. Donc oui, j'ai pensé tellement de fois à les vendre. Après, l'affect compte, c'est sûr que si je devais les vendre, je serais super triste parce que je les adore, il y a beaucoup d'affect. Mais ce que je veux, c'est vraiment que eux, ils soient heureux, et je préfère que eux, ils soient heureux éventuellement avec un autre cavalier, plutôt que de les garder pour moi égoïstement parce que j'ai envie qu'ils restent avec moi et qu'eux, ils soient malheureux. Donc voilà, j'ai souvent eu ce dilemme de peut-être les vendre pour qu'ils soient mieux ailleurs. Et aujourd'hui, avec la progression, je me dis que bon, on est quand même bien tous les trois et j'espère pouvoir les garder très longtemps, qu'ils puissent faire leur fin de vie à mes côtés, ce serait vraiment génial. Alors c'est difficile de répondre à cette question parce que Ladakh et Chanel, ils ont beaucoup se ressembler. D'abord parce qu'ils sont frères et sœurs, c'est vrai qu'ils ont les deux mêmes parents, et puis au-delà de ça, je les ai eus tous les deux jeunes, je leur donne la même éducation, donc ils se ressemblent, et puis physiquement, voilà, c'est quand même très très proche. Pour autant, lorsqu'on les connaît vraiment dans l'intimité, qu'on les connaît bien, c'est le jour et la nuit, c'est incroyable à quel point ils sont différents. Donc, c'est pas forcément évident de les départager parce que voilà, chacun est vraiment dans sa dynamique à lui. Chanel, je pense que c'est la plus compliquée, mais c'est aussi la plus douée. Elle comprend plus vite, elle fait les choses plus vite, mais ma relation avec elle a été très conflictuelle par moments parce que c'est une ponette extrêmement exigeante.
et dès que je fais une toute petite erreur, elle me la jette à la figure, elle supporte pas. Donc ça a rendu notre travail très compliqué pendant des années parce que vraiment, voilà, bah moi, j'avais pas forcément beaucoup d'expérience, donc il fallait que je m'adapte à ça. Ce qui fait que voilà, Chanel, vraiment pendant longtemps de travail avec elle, c'était un petit peu le calvaire. La DAC, quant à lui, c'est un poney qui est beaucoup plus maniable parce qu'il est plus cool. Par contre, la DAC, il est vraiment très dur dans sa tête. C'est-à-dire que typiquement, par exemple, si Chanel prend une décision, je vais toujours réussir un petit peu à l'amadouer ou à la faire changer d'avis parce que elle n'est pas très sûre d'elle, elle a un côté très guerrier, mais bon, au fond, voilà, elle n'a pas tant de confiance en elle que ça. Donc Chanel, quand elle choisit quelque chose, je sais que je vais pouvoir moduler un petit peu. Alors que la DAC, c'est pas du tout ça. La DAC, il a une grosse confiance en lui, et la DAC, quand il décide un truc, mais vraiment qu'il le décide profondément, je peux faire à peu près ce que je veux à côté, c'est compliqué de le faire changer d'avis. Alors c'est arrivé rarement qu'on ait vraiment des désaccords comme ça, mais ça arrive de temps en temps et c'est pas évident parce que vraiment c'est un poney très ancré et quand il a décidé d'y aller, il y va. Et la DAC, il a ce côté vraiment très lourd, il pousse, et ça, c'est pas évident parce que du coup, c'est compliqué de le rendre léger, de le rendre subtil. La DAC, il a ce côté un petit peu bourrin, donc c'est pas évident. Ce qui fait qu'avant, il y a quelques années, j'aurais répondu que le plus facile des deux à travailler, c'était la DAC. Parce que justement, comme on avait ces conflits avec Chanel, je savais qu'avec Chanel c'est compliqué, et quand je passais à la DAC, je savais qu'avec la DAC ce serait toujours plus simple. Aujourd'hui, ça a tendance à s'inverser parce qu'aujourd'hui, les conflits avec Chanel sont terminés parce que j'ai vraiment compris comment la prendre dans le bon sens. Par contre, avec la DAC, bah voilà, il a toujours ce truc d'avoir la tête dure, donc c'est souvent avec lui maintenant que j'ai le plus de mal, donc voilà, c'est en train de s'inverser tranquillement. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait, peut-être que je vous fasse des vidéos beaucoup plus détaillées sur ma relation avec chacun, notamment ma relation avec Chanel, parce que c'est quand même celle qui a le plus évolué et qui a été la relation la plus chaotique. Peut-être que ça pourrait vous intéresser, donc dites-moi ça dans les commentaires si vous voudriez savoir plus notre histoire dans vraiment la relation entre moi et eux. Un troisième cheval, c'est pas du tout prévu pour le moment, parce que c'est déjà suffisamment compliqué pour moi de m'occuper de la DAC et Chanel. C'est vrai que souvent j'ai la sensation de ne pas pouvoir dégager assez de temps pour eux, donc un troisième, ce serait absolument pas possible. Après, j'espère que dans le futur, d'ici quelques années, peut-être j'aurai l'occasion d'avoir un troisième cheval, sûrement quand la DAC et Chanel seront vieux, peut-être, à voir, ou peut-être que j'en aurai pas d'autres, je sais pas. En tout cas, j'ai pas de modèle de cheval en tête que vraiment j'aimerais avoir. Je suis assez ouverte, je pense que c'est aussi une question de feeling, tout simplement. Peut-être que je partirais sur un cheval qui soit pas manipulé du tout, typiquement le poulain qui a grandi dans un pré, qui est resté 4-5 ans sans jamais avoir de contact avec l'homme. Ça, pourquoi pas, je pense que ça pourrait me plaire. Parce que c'est vrai que de partir sur un cheval qui a vraiment aucune base, qui est vraiment neuf, ça me plaît. Je me rends compte qu'on a souvent tendance, lorsqu'on veut ce genre de choses, à aller chercher un poulain. Mais aujourd'hui, des poulains que j'ai vus, je me rends compte que même des poulains très jeunes, des poulains d'1 an par exemple, c'est quand même petit, 1 an, je me rends compte que déjà, même à cet âge-là, il y a des mauvais acquis, il y a un passif, il y a des peurs, il y a des réticences qui se sont installées parce qu'ils ont vu des choses, ils ont vécu des choses, alors qu'ils sont tellement jeunes. Alors après, bien entendu, c'est pas une généralité. Il y a des éleveurs, des élevages et puis même des particuliers qui font un travail superbe avec leurs poulains, qui leur donnent beaucoup d'amour et où vraiment il y a des super bons codes et tout se passe très bien. Mais je trouve que c'est pas la majorité. Je trouve qu'il y a encore beaucoup trop de poulains qui ont 1 an et demi, 2 ans. Et lorsqu'on les prend, on se dit chouette, rien n'a été construit, tout est à faire. Et en fait, non, c'est déjà des poulains avec lesquels il y a des éléments de rééducation à mettre en place. Donc, c'est pas top. Après, j'ai pas d'idée précise d'un cheval vraiment qui me plairait. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'avec le niveau que j'ai pu acquérir au fil du temps, je sais ce que je ne veux pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais reconnaître un cheval qui ne me convient pas, tout simplement. Donc ça, c'est bien. C'était pas forcément le cas il y a quelques années. Et puis après, il y a aussi l'option de pouvoir en faire naître un. Et ça, j'avoue que ce serait un grand rêve de pouvoir faire naître mon propre poulain. En plus, j'ai quand même la chance d'avoir une ponette, donc Chanel pourrait avoir un poulain. Mais c'est vrai que voilà, ce serait beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, donc voilà, pourquoi pas, c'est en réflexion, en tout cas c'est pas prévu pour tout de suite, peut-être dans quelques années, je sais pas. Mais ce qui est compliqué avec un poulain, c'est que je sais que si je le fais naître, je sais qu'il va y avoir un affect qui sera vraiment particulier,
Et je sais que ça risque d'entraver le travail ensuite parce que je le vois avec mes poneys par exemple, quand je travaille des chevaux de propriétaires, je vois que je suis beaucoup plus juste, je suis beaucoup mieux, je suis vraiment, je fais beaucoup moins d'erreurs parce que les chevaux de propriétaires, j'ai beau les adorer, c'est pas les miens et j'ai pas le même affect. Alors qu'avec la Dak et Chanel, comme c'est les miens, que je les connais par cœur et que je les aime beaucoup plus que mes chevaux de propriétaires, forcément, il y a des choses où je laisse passer un petit peu, où je me rends pas trop compte et ça, je vois que c'est un vrai frein. Et de faire naître un cheval, je pense que l'affect viendrait troubler la relation et me mettre du négatif. Donc, je sais pas, pourquoi pas, à voir ce que l'avenir va me réserver. Le temps que je passe avec les chevaux, c'est très variable. Alors, en général, c'est quasi impossible pour moi d'y aller tous les jours parce que voilà, c'est un petit peu trop compliqué. En général, les périodes où vraiment j'arrive à être très présente, c'est 4 ou 5 fois maximum par semaine. Mais après, il y a des fois où j'ai trop de travail et je peux pas venir les voir plus d'une fois par semaine. Et même des fois, je passe qu'une fois toutes les 2 semaines, par exemple, quand vraiment j'ai trop de boulot. Donc c'est vraiment, voilà, c'est très 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 variable et ça dépend vraiment de mon emploi du temps et puis de mon travail. Après, ils sont en pension, donc ça c'est bien, je sais que voilà, la Dak et Chanel, ils sont jamais tout seuls, il y a toujours quelqu'un qui jette un coup d'œil dessus, c'est le principe de la pension, donc même s'ils me voient pas pendant une semaine, ils sont quand même auprès, ils peuvent galoper, faire les fous et faire ce qu'ils veulent, ils ont des copains, donc ils ont des interactions sociales, donc je sais qu'ils n'ont pas besoin de me voir tous les jours, et ça, du coup, ça me rassure beaucoup. Après, je sais que j'aime bien faire des journées où je me libère une demi-journée complète et où je suis à fond à l'écurie et où j'essaye par exemple de m'occuper de 4 ou 5 chevaux à la suite. Ça, j'adore pouvoir faire des demi-journées comme ça, donc que ce soit avec la Dak et Chanel ou avec des chevaux de propriétaire, vraiment d'en enchaîner plusieurs parce que ça me permet d'en voir plein en un laps de temps court et surtout, moi ça m'apprend beaucoup parce que voilà, de voir 4-5 chevaux en une journée, ça permet de faire plein d'exercices, et ça me permet vraiment d'apprendre beaucoup plus vite. Donc j'essaye de faire ça quand je peux, mais c'est vrai que le temps que je passe à l'écurie est très variable et honnêtement je pourrais pas donner de fréquence, j'y vais quand je peux et quand mon travail me le permet. Je sais qu'avoir son cheval à la maison, c'est un grand rêve pour plein de propriétaires et plein de cavaliers, plus largement. Mais personnellement, c'est pas vraiment ce qui me correspond. D'abord pour une raison extrêmement pratique, c'est juste que chez moi, c'est pas adapté pour recevoir des chevaux. Donc en fait, la question ne se pose tout simplement pas. Mais au-delà de ça, même si j'en avais la possibilité, même si typiquement on me donnait des hectares de terrain à côté de chez moi, je pense que c'est quand même pas quelque chose qui m'intéresserait. D'abord parce qu'il y a une question de temps. C'est vrai qu'avoir des chevaux à la maison, il faut quand même avoir le temps de s'en occuper. C'est tous les jours et il faut le foin, les soins, aller voir si tout va bien. Voilà, c'est vraiment important niveau temps. Et moi, je sais que ça m'arrive très souvent quand j'ai des grosses périodes de travail. Ça m'arrive des fois pendant 3-4 jours. Vraiment, je me lève, je travaille, je fais mes repas et puis je me couche. Et le lendemain, c'est de nouveau ça. Donc c'est vraiment du travail toute la journée, je ne fais rien d'autre, je ne sors pas parce qu'il faut que je travaille. Et clairement, si j'avais des chevaux à la maison, ce serait compliqué pour moi d'aller dehors et de prendre une demi-heure, 1 heure, 2 heures pour aller m'occuper d'eux. Et puis au-delà de ça, je ne suis pas certaine qu'ils seraient très heureux parce que la Dak et Chanel sont des poneys qui sont hyper curieux. Voilà, c'est vraiment des commères, il faut tout le temps qu'ils regardent partout, qu'ils sachent tout ce qui se passe. Et je pense que s'ils étaient tous les deux dans un pré, déjà, il y aurait une question d'ennui, parce qu'ils auraient très peu de stimulation, je pense. Ils auraient à la rigueur moi qui passerai les voir quelques fois de temps en temps. Mais au-delà de ça, voilà, ils seraient en tête-à-tête, il n'y aurait pas forcément de choses à regarder. Alors que je sais qu'à l'écurie, leur curiosité est satisfaite tout le temps, parce qu'ils sont dans un pré qui est au milieu de l'écurie, et ils peuvent regarder ce qui se passe dans le rond de longe, ce qui se passe dans la carrière. Il y a des gens qui passent toute la journée, des chevaux qui passent toute la journée, donc il y a beaucoup d'activités, et je sais que ça leur plaît, parce que du coup, voilà, ils voient passer du monde. Et puis, au-delà de ça, ils sont quand même dans un pré qui est super adapté. Je ne pense pas que j'arriverais à leur trouver un aussi beau pré s'ils étaient chez moi. Donc voilà, le pré de la pension leur va super bien. Et puis, il y a aussi l'aspect social qui est important. Actuellement, ils sont dans un troupeau. Ils ont des échanges les uns avec les autres et voilà, ils ont une vie sociale. Alors que s'ils étaient chez moi, comme je n'ai que la Dak et Chanel, ils seraient en tête-à-tête dans un pré. Et clairement, je pense que ça n'irait pas parce qu'ils ont beau s'apprécier, la Dak est quand même lourd. Et je pense que si Chanel l'avait sur le dos toute la journée,
elle en pourrait plus parce qu'il est quand même un petit peu insupportable. Donc je pense que c'est bien qu'il soit plusieurs parce que voilà, la DAC n'est pas que sur sa sœur, il est aussi un petit peu sur les autres, donc comme ça au moins c'est bien, ça se répartit. Mais tous les deux, je pense qu'ils seraient pas très heureux. Et puis voilà, c'est pareil, à la pension, il voit aussi d'autres chevaux, même s'ils sont pas dans le pré avec eux, dès qu'il y a un cheval dans le rond de longe, ils vont aller faire des bisous à travers la clôture, donc c'est bien. Et puis voilà, il voit passer des choses. En plus, la pension où je suis est vraiment géniale. On a la chance d'avoir des installations qui sont au top, donc ça m'aide aussi à les travailler. Donc clairement, j'aimerais vraiment que ça continue comme ça le plus longtemps possible. Et je n'ai pas du tout dans l'ambition, pour l'instant en tout cas, de les avoir chez moi à la maison parce que je pense pas que ça leur conviendrait à eux et que ça me conviendrait à moi. Pour rappel, quand j'ai commencé l'éthologie, je l'ai commencé d'abord avec Sultan, qui a été donc le tout premier poney que j'ai manipulé en éthologie, je l'avais en demi-pension. Et après Sultan, j'ai eu Jolibelle, donc une autre ponette, et c'est elle vraiment qui m'a appris le plus de choses, donc pareil, je l'ai eu en demi-pension. Et vraiment, ces deux poneys m'ont tellement appris que j'ai vraiment voulu garder ça, c'est-à-dire de pouvoir voilà, manipuler des chevaux qui sont pas forcément à moi et juste apprendre avec eux parce que voilà, ils ont un autre caractère, tout simplement. Et c'est vrai que je pense que je me serais sentie vraiment limitée si je n'avais eu que la DAC et Chanel. Parce que grâce aux chevaux de propriétaire, en fait, je vois de tout. Je vois des chevaux de toutes les tailles, de toutes les races, je vois des ongres, des juments, j'ai eu un étalon, je vois un petit peu de tout. Et puis en termes de comportement, de caractère, voilà, c'est hyper diversifié. Et ça, c'est absolument génial parce que, vous le savez, moi, je suis autodidacte, j'apprends toute seule, j'ai pas de professeur, de mentor, d'enseignant. Je suis toute seule et du coup, mes professeurs à moi, c'est les chevaux. Et le fait d'en avoir plusieurs, d'avoir mes deux poneys mais aussi plein de chevaux de propriétaires, ça fait que j'ai plein de profs différents qui chacun, à leur manière, reçoivent les choses différemment, expliquent les choses différemment aussi. Donc c'est un vrai atout pour progresser. Et puis, je l'ai un petit peu introduit tout à l'heure, mais il y a aussi cette notion d'affect. C'est-à-dire que avec la DAC et Chanel, comme c'est mes poneys et que je les aime vraiment beaucoup, il y a de l'affect. Et je sais que cet affect vient entraver ce que je fais avec eux parce que des fois, je vais mettre trop d'émotions dans ce qu'on est en train de faire et du coup, ça rend ma pratique un petit peu floue. Alors qu'avec les chevaux de propriétaire, j'ai beau les adorer parce que honnêtement, les chevaux de propriétaire, je les aime vraiment beaucoup et ça m'est jamais arrivé jusqu'à maintenant de prendre un cheval de propriétaire et de ne pas l'apprécier. Donc c'est quand même génial. Mais il n'y a pas à dire, c'est pas mes chevaux. Et comme c'est pas mes chevaux, j'ai pas cet affect que le propriétaire a, donc j'ai plus de distance et ça rend mon travail beaucoup plus juste. Donc ça fait que je peux apprendre et progresser sans être entravée par des sentiments voilà, qui viennent m'embêter tout simplement. Et ça, c'est un vrai luxe. Parce que honnêtement, si j'avais pas eu les chevaux de propriétaire, je n'aurais pas le niveau que j'ai actuellement. Et quand je travaille les chevaux de propriétaire, je sais que c'est reposant parce que mes émotions restent à l'entrée du rond de longe. Alors qu'avec la DAC et Chanel, j'ai beaucoup plus de mal à faire ça. Donc c'est un apprentissage qui est extrêmement précieux. C'est vraiment ça qui me motive à travailler avec eux. Et puis au-delà de ça, j'ai aussi des chevaux qui sont en difficulté. On m'appelle pour les aider. Et de se dire que le cheval qui rentre dans le rond de longe, il a du mal sur une notion, il est bloqué. Et que quand il sort, tout va mieux et il est serein, c'est quand même génial pour lui. Donc je me dis que si j'ai la capacité de les aider, il faut le faire et c'est absolument génial. Donc pour moi, le travail avec les chevaux de propriétaire, c'est super important et j'espère que je pourrai en faire tout le temps parce que voilà, c'est très précieux à mes yeux. Ça dépend. Alors le tout premier cheval que j'ai pris justement sur ce format de séance avec le propriétaire, donc c'est-à-dire que j'essaye d'apprendre au cheval et ensuite j'apprends au propriétaire pour que les deux puissent se débrouiller ensemble. Le tout premier que j'ai eu, c'est la propriétaire qui est venue vers moi parce que voilà, elle m'avait vu travailler, elle avait des difficultés avec son cheval et elle a apprécié ce que je faisais, donc elle est venue me demander si on pouvait faire des choses ensemble et du coup on a fait les séances et comme ça s'est super bien passé, il y a d'autres propriétaires qui ont vu ça et qui du coup eux aussi sont venus me demander. Donc voilà, il y en a où c'est eux qui viennent. Il y a aussi des cas où c'est moi qui y vais. Clairement, des fois, quand il y a un cheval que je trouve intéressant, je vais voir le propriétaire, je lui demande si jamais ça lui dirait qu'on puisse travailler ensemble. Et après, ils acceptent pas. Mais voilà, c'est vraiment très libre comme fonctionnement. Et c'est vrai qu'en général, c'est quand même les propriétaires qui viennent vers moi, souvent parce qu'ils ont une problématique précise. Typiquement, je sais pas, mon cheval a peur de la tondeuse ou mon cheval se cabre quand on est dans tel contexte. Et comme ils ont une problématique précise, ils viennent me voir pour savoir si on pourrait la régler ensemble. Et on essaye, et en général, voilà, comme ça, tout le monde est satisfait. Pour autant, ce que je fais, c'est que j'essaye
quand même de rester dans l'enceinte de mon écurie, d'abord parce que c'est plus facile pour moi, mes poneys sont sur place, donc j'ai la chance que ce soit une grande écurie, il y a pas mal de tournements, il y a pas mal de chevaux, donc ça me fait beaucoup de matière, moi, pour apprendre. J'essaye de limiter quand je vais à l'extérieur, ça m'arrive. Typiquement, quand j'ai des chevaux qui étaient dans mon écurie et qui partent ailleurs, bah, ça m'arrive de les suivre pour continuer la progression, parce que voilà, on a déjà travaillé ensemble et les propriétaires veulent continuer. Mais j'essaye quand même de limiter parce que bah, c'est pas mon métier tout simplement, donc je peux pas non plus passer des dizaines d'heures par semaine avec les chevaux propriétaires. Et puis bah voilà, je suis pas professionnelle, donc j'ai pas non plus à me balader dans toutes les écuries de la région. Mais en tout cas, j'essaye voilà, de me limiter au maximum à mon écurie, mis à part quelques exceptions. Et en général, ce sont les propriétaires qui viennent vers moi. Ça, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée. Et les séances sont gratuites tout simplement parce que je ne suis pas professionnelle. Donc je ne suis pas diplômée pour travailler les chevaux, je ne suis pas déclarée non plus pour ça. Donc en fait, tout ce que je fais, c'est à titre de loisir, à titre amateur, et c'est bah, sur mon temps libre, en fait, tout simplement, comme je m'occuperai de la DAC et Chanel. Je le fais tout simplement parce que c'est pour bah, aider les chevaux et les gens qui sont autour de moi. Et puis je trouve que c'est un fonctionnement qui est hyper gagnant-gagnant pour tout le monde. Pour moi, parce que j'apprends, et puis parce que les propriétaires me donnent l'autorisation de faire figurer le cheval sur Animaiki. Donc mine de rien, bah, moi ça me fait de la matière pour les photos, pour les vidéos, et puis bah voilà, je progresse tout simplement. C'est aussi gagnant pour le cheval, parce qu'en général, quand les propriétaires me l'amènent, c'est qu'il y a un problème, et comme on résout le problème, bah, le cheval il est mieux. Et puis au-delà de ça, c'est vrai que très souvent, les propriétaires me disent que les chevaux sont beaucoup plus détendus, beaucoup plus à l'aise, qu'il y a plein de choses où ils ont moins de difficultés, donc même pour le cheval, voilà, il est plus serein, il est mieux dans ses baskets, et c'est cool. Et puis pour le propriétaire aussi, parce que le propriétaire apprend lui aussi, parce que j'essaye au maximum de lui expliquer ce que je fais, comment je le fais, de lui donner des méthodes, ce genre de choses. Donc en fait, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment gagnant pour tout le monde, et tout le monde en ressort avec du positif. Et j'aime que ce soit gratuit, tout simplement parce que c'est accessible. Je sais que ça m'est arrivé plusieurs fois dans l'écurie d'avoir des chevaux qui étaient en difficulté, et les propriétaires avaient des petits moyens, et typiquement, ces filles-là n'auraient pas pu me payer un cours, on va dire. Donc, si j'avais fait des séances payantes, on n'aurait pas pu aider le cheval. Et ça, je trouve ça dommage, quoi. Donc comme je fais mes séances gratuitement, bah là il n'y avait pas de problème, on a pu travailler ensemble, même sur plein de séances, et les problèmes se sont résolus, les chevaux ont été mieux, et ça c'est absolument génial, parce que ça fait pas de différence parmi les chevaux et les propriétaires, tout le monde est au même stade, et je trouve que c'est sympa comme mentalité. Je répondrai oui et non, parce que on fait souvent des choses qui sont poussées avec les chevaux propriétaires, mais à leur échelle, à eux. Typiquement, quand je prends Diva, je sais que pour elle, me donner le contrôle de ses pieds et vraiment me le donner de manière précise, je sais que pour elle, c'est super dur, ça lui demande vraiment un effort, et à son échelle à elle, c'est du travail super poussé. Alors que nous, vu de l'extérieur, bah, c'est du contrôle des pieds, c'est basique. Mais je pense que ça dépend juste du point de vue. Et il y a des chevaux de propriétaires, quand je les prends en séance, je sais que pour eux, c'est éprouvant parce qu'il y a des remises en question qui sont assez compliquées, ça leur demande des efforts. Donc je pense que ça dépend juste du point de vue duquel on se place. Après, ça dépend aussi des propriétaires, hein, tout simplement. C'est vrai qu'en général, il y a pas mal de propriétaires qui viennent me voir quand ils ont bah voilà, un problème précis. On résout le problème et après, bah voilà, ils viennent plus forcément me voir. Ils reviennent peut-être 6 mois après quand ils ont bah, peut-être un autre problème ou alors ils veulent essayer de travailler une notion précise. Mais c'est très libre comme fonctionnement. Et puis, je comprends aussi qu'il y a des propriétaires qui n'apprécient pas le travail appuyé plus que ça. Il y en a qui ont d'autres objectifs, que ce soit des objectifs en obstacle, en dressage, en randonnée, en endurance ou peu importe. Chacun a ses objectifs et puis son parcours, tout simplement. Après, il y a d'autres propriétaires qui sont plus investis, mais je pense que c'est aussi juste une question de goût. Et puis voilà, chacun fait comme il veut. En tout cas, moi, je suis là et ils me disent s'ils veulent qu'on prenne les cheveux ou pas. Parfois, il y a des chevaux que je ne vois pas pendant 6 mois, 1 an, et ça nous empêche pas de reprendre des séances. Et voilà, c'est vraiment un fonctionnement qui est libre et où on se prend pas la tête. J'ai choisi cette question parce que je trouve qu'elle révèle une incompréhension que je trouve super intéressante. Pour moi, c'est pas l'exercice qui va rendre le cheval léger, il n'y a pas de méthode miracle pour ça, ni d'exercice miracle, mais c'est la manière de l'encadrer. Ce qui va rendre un cheval léger, c'est le timing, le cadre qu'on va lui donner, mais l'exercice, c'est accessoire en fait. L'exercice, c'est qu'un support. Si on veut que son cheval il soit plus léger, bah, faut être
plus compétent. Alors oui, c'est très facile à dire. Moi-même, par exemple, l'Adak est un cheval qui a tendance à être très lourd et pourtant on travaille ça tous les jours et je sais que c'est super compliqué pour lui. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment être ultra carré et je vois avec l'Adak que quand je me concentre vraiment, quand je mets mon affect de côté et que juste je suis ancré, carré, que je mets vraiment des limites qui sont claires et puis que je suis juste avec lui sans faire d'abus de pouvoir, que voilà, je suis bien, je vois que j'ai vachement plus de résultats. Donc je pense que c'est juste une question de comment est-ce qu'on est avec le cheval plus que ce qu'on fait. Si vous connaissez un petit peu le milieu du YouTube équestre, vous vous douterez bien entendu de qui m'a posé cette question. Évidemment, c'est Maïna, Anne et Victoire qui m'ont demandé ça. Alors oui, bien sûr, j'aimerais vraiment tester le travail avec les ânes, voir en quoi c'est différent des chevaux, comment s'adapter avec eux, ce serait vraiment génial. Le problème que j'ai, c'est que je n'ai tout simplement pas d'âne autour de moi dont je puisse m'occuper et avec lequel je puisse tester le travail à pied, donc ça n'est tout simplement pas possible. Donc si j'ai l'occasion de travailler un âne, oui, ce serait super top, et j'espère d'ailleurs qu'on pourra se rencontrer pour peut-être manipuler ensemble. Oui, ça m'est arrivé très souvent, même d'ailleurs avec certains propriétaires avec qui j'ai travaillé ensuite. Mais en général, je pense que si les gens réagissent mal lorsqu'on leur parle d'équitation éthologique, c'est soit qu'ils ne connaissent pas, soit qu'ils connaissent mais qu'ils n'en ont pas une bonne image. Typiquement, c'est souvent par exemple qu'on voit des gens faire un petit peu n'importe quoi avec les chevaux et dire que c'est de l'équitation éthologique. Je comprends que si on ne connaît pas l'équitation éthologique, qu'on voit ça et qu'on se dit que bah, c'est ça cette pratique, je comprends que ça donne pas envie. Donc je pense qu'il faut aussi comprendre les raisons pour lesquelles les gens ont un mauvais œil sur l'équitation éthologique. Alors bien sûr, c'est pas fondé tout le temps, mais je pense qu'il faut respecter ça. Moi je sais que je rentre pas dans les débats quand c'est comme ça, parce qu'en général, quand les gens ont un avis, c'est pas toujours évident de les ouvrir à autre chose, donc voilà, je reste bienveillante. Mais ce que je vois, c'est que quand on leur met des preuves pratiques devant les yeux, en général, ça rentre dans l'ordre. Typiquement, je sais que ça m'est arrivé, par exemple, d'avoir des propriétaires qui m'ont confié leurs chevaux, on a travaillé ensemble et ils étaient très sceptiques à cette approche, mais ils ont eu suffisamment d'ouverture pour qu'on essaye. Et quand on a essayé et qu'ils ont vu que, bah oui, ça se passait bien, oui, il y a du positif et oui, le cheval est mieux, bah là, ils s'ouvrent et là, c'est absolument génial. Donc, ce genre de choses, c'est vraiment bien. Et pareil, voilà, des personnes qui sont très fermées, si on leur montre en pratique le positif que ça engendre, bah, en général, ils se rendent bien à l'évidence que oui, ça peut être positif. Mais c'est vrai que l'équitation éthologique a quand même ce problème d'avoir de temps en temps des côtés qui paraissent très négatifs parce que c'est véhiculé par les mauvaises personnes qui ne font pas les bonnes choses et qui vont faire du négatif avec les chevaux, par exemple. Et ça, c'est sûr que c'est pas facile. Je suis perfectionniste, donc forcément il y a plein de vidéos sur Animaiki que j'aimerais changer. Pour autant, il n'y en a aucune que je regrette, parce que si je l'ai fait, c'est qu'elle me plaisait. Ça m'est déjà arrivé par exemple de commencer à faire des vidéos puis de me rendre compte que ça me plaisait pas, dans ce cas-là je les mets pas en ligne. Si je mets quelque chose en ligne, c'est vraiment que ça me plaît. Pour autant, il y a plein de vidéos où mon discours a changé, où je me rends compte que je fais des erreurs, des vidéos qui sont pas assez détaillées aussi, où il y a des éléments qui manquent dans les explications, ce genre de choses. Oui, ça, il y en a plein. Mais je me dis que c'est aussi mon parcours, il n'est pas irréprochable, c'est normal, et si j'en suis arrivée là aujourd'hui, c'est bien aussi parce que j'ai fait ces vidéos-là. Jusqu'à aujourd'hui, ça m'est jamais arrivé de supprimer une vidéo ou d'en passer une en privé. Même s'il y en a plusieurs où, c'est pas top. Typiquement, il y a une vidéo que j'ai mis en ligne, c'est pas si vieux que ça d'ailleurs. Par exemple, voilà, la vidéo avec Falcon où je montre du travail sur les barres au sol. Typiquement, cette vidéo, quand je l'ai faite, j'avais conscience de mes erreurs, mais je me suis dit que j'allais quand même la partager. Aujourd'hui, quand je la regarde, je me dis que c'était peut-être pas nécessaire de la mettre en ligne parce que, voilà, il y a vraiment beaucoup d'erreurs dans cette vidéo. Mais c'est aussi par là que je suis passée pour apprendre. Donc, c'est comme ça. Après, il y a plein de vidéos, oui, si je pouvais les modifier, typiquement, ma première interview, l'interview avec Elisabeth de Corbigny, c'est une interview que j'ai coupée en deux, j'ai fait deux parties parce que j'avais peur de faire une vidéo trop longue et que personne la regarde. Aujourd'hui, quand je vois que je fais parfois des vidéos qui durent 1h30, je me dis mais ça n'avait aucun sens de la couper en deux, j'aurais très bien pu la laisser en entier. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça, oui, j'aimerais les modifier, mais bon, je les laisse parce que c'est aussi le parcours d'Animaiki. Oui, ça m'aide à progresser de plein de manières différentes.
Je pense que les vidéos qui m'aident le plus, ce sont les vidéos analyses. Tout simplement parce que c'est les plus précieuses à mes yeux grâce au ralenti, aux arrêts sur image, parce que mine de rien, de vous l'expliquer, ça fait que moi je l'assimile aussi, et des fois en faisant ça, il y a des choses que je vois que j'avais pas vues sur le terrain, donc ça m'aide moi aussi à mieux comprendre et à apprendre tout simplement. Après, il y a aussi les vidéos théoriques qui me poussent vraiment à me questionner. Typiquement, ma vidéo par exemple sur la hiérarchie interespèce et intraespèce. Je sais que quand j'ai décidé de la faire, c'était justement pour éclaircir des notions qui dans ma tête étaient un petit peu floues et ça m'a vraiment poussé à me renseigner beaucoup plus, alors que si j'avais pas eu cette vidéo-là à faire, peut-être que voilà, je ne serais pas allée pousser la thématique plus loin que ça. Donc oui, c'est sûr que c'est génial. Les vidéos, ça me booste aussi à faire des choses. Je sais que souvent, il y a des séances où je me dis tiens, je vais faire telle séance parce que ça va être intéressant ensuite à faire pour les vidéos. Et quand je fais la séance, c'est génial. Donc voilà, c'est des idées en pratique que j'ai à l'initiative d'une vidéo. Et puis ça me donne aussi de la motivation. Et puis au-delà de ça, sans la vidéo, je pense que j'en serais pas là parce que, voilà, je l'ai redit, je suis autodidacte, je travaille toute seule, j'ai pas de professeur, et la vidéo remplace un petit peu ça, parce que le fait de me filmer et d'ensuite regarder la séquence, me rendre compte, ah oui, là ton geste il était pas bon, là t'as fait telle erreur, là ton positionnement il était comme ci, il était comme ça, mine de rien ça remplace un petit peu le professeur que j'ai pas, parce que j'arrive à avoir un regard objectif grâce à la caméra. Et si je me filmais pas, je pense que j'aurais beaucoup plus de mal à progresser. Donc c'est sûr que la création de vidéos, ça a complètement boosté ma pratique et ça m'a énormément aidé. Pour ce qui est du travail à pied, c'est vraiment terminé. Ça fait plusieurs années maintenant que j'ai vraiment plus du tout ce sentiment de peur comme j'avais avant. Mais tout simplement parce que dans mon cas, je sais que quand j'ai peur, c'est soit que je ne comprends pas, soit que je ne connais pas. Et aujourd'hui, comme je comprends ce qui se passe avec les chevaux, j'ai plus peur tout simplement. Avant, j'étais terrorisée quand un cheval faisait un écart, tout simplement parce que je ne savais pas ce qui avait généré l'écart. Je me disais, mais s'il a fait un écart, peut-être qu'il va me sauter dessus. Je me sentais très rapidement agressée. Alors qu'aujourd'hui, quand un cheval fait un écart, en général, je sais d'où ça vient et puis je sais comment réagir, tout simplement. C'est vrai que je travaille beaucoup sur mon sang-froid et j'arrive très bien à réagir quand il y a des situations délicates. Et plus le temps passe, plus je sais le gérer, donc plus je prends confiance en moi et plus c'est simple en fait, tout simplement. Donc à pied, vraiment, je gère super bien. Alors bien entendu, si demain j'ai un accident à pied, peut-être que je vais de nouveau avoir peur, peut-être, on ne sait pas. Mais en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, je le gère super bien et j'en suis vraiment contente. C'est un confort absolu parce que voilà, avant j'étais terrorisée tout le temps et pour tout, donc c'était très fatigant. Toujours est-il que à cheval, j'ai encore le problème. À cheval, j'ai peur très facilement. Alors quand je suis avec mes poneys, ça va parce que je les connais par cœur et je sais qu'ils ont un frein qui marche très bien. Donc avec mes poneys, si jamais je me sens pas en sécurité, je les arrête, je descends. Donc au moins comme ça, je suis sûre qu'il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que je reste réticente lorsqu'il faut que je monte sur un cheval autre que mes poneys. Ça m'arrive de temps en temps de monter sur des chevaux de propriétaires, mais c'est vraiment des chevaux en qui j'ai confiance, que je connais et où je sais qu'on va pas faire des trucs de malade. Par exemple, voilà, je saute pas avec eux, ça c'est clair et net. Et puis c'est vraiment voilà, pour faire des petites choses, même faire du trot, du galop, tranquille, parce que je sais que voilà, j'ai peur facilement. Donc voilà, c'est pas évident. Je pense qu'il faudrait vraiment un travail conséquent, que je prenne du niveau pour que je puisse faire la même chose que ce que j'ai fait à pied, mais à cheval. Mais il y a encore quand même un gros boulot. Oui, c'est sûr que ce serait génial, mais le problème c'est que progresser à la monte, ça induit quand même quelques paramètres. D'abord, il y a un paramètre de temps. Clairement, aujourd'hui, c'est compliqué pour moi de dégager du temps. Donc si je devais dégager plusieurs heures par semaine pour vraiment monter à cheval et me former à cheval, je pense que ce serait très compliqué. Faire une formation, ce serait pas possible parce que voilà, vraiment libérer beaucoup plus de temps que ça pour faire une formation, c'est pas faisable. Au-delà de ça, il y a aussi le paramètre argent, parce que y a pas à dire, mais quand on prend des cours, faut les payer, ça coûte de l'argent, et là, c'est compliqué aussi. Il y a aussi un problème de cheval, parce que certes, j'ai mes deux poneys, la Dak et Chanel, mais c'est pas toujours l'idéal pour apprendre, parce que je sais que mine de rien, ils sont quand même très verts dans le travail monté, parce que justement, c'est moi qui les forme, et il y a plein de choses que je n'ose pas faire. Je sais qu'il y a des choses où c'est moi qui les bloque
par ma peur. Il me faudrait un cheval maître d'école où juste je puisse me poser dessus, avoir une confiance totale et juste apprendre, et j'ai pas ce genre de cheval-là à disposition, donc c'est compliqué. Et puis il y a aussi la question de l'enseignant. Alors j'ai une amie qui est monitrice, en qui j'ai vraiment confiance, avec elle ça se passe bien, mais c'est vrai qu'on n'a pas toujours l'occasion de travailler ensemble. Voilà, c'est sûr que ça induit quand même beaucoup de paramètres. Toujours est-il que j'ai réussi à prendre du niveau en travail à pied toute seule, justement voilà, à travers plusieurs méthodes, en me filmant, tout ça, mais à cheval, j'y arrive pas, je me sens pas capable de prendre du niveau toute seule à cheval. Et puis je monte peu, par exemple là en 2019, je pense que j'ai dû monter en moyenne 1 ou 2 fois par mois. Clairement c'est pas avec ça qu'on progresse, surtout qu'en plus moi quand je monte en général c'est une petite balade ou un petit truc en carrière tranquille, mais je fais pas de l'équitation vraiment comme il faudrait, de manière sportive, et puis vraiment avec toutes les notions de biomécanique et tout ça, je sais pas faire quoi. Donc j'ai besoin d'une remise à niveau qui est très conséquente. J'aimerais un jour avoir un vrai niveau à cheval, c'est sûr, ce serait un rêve, mais je pense que ça viendra quand ça viendra, et clairement, voilà, aujourd'hui c'est pas faisable, mais j'aimerais un jour que ce soit possible, parce que si je pouvais aider les chevaux monter comme je les aide à pied avec les séances que je fais avec les propriétaires, c'est sûr que ce serait génial pour tout le monde, je pense. Devenir professionnel dans les règles de l'art, par le circuit classique, ça passerait donc par un BPGEPS. Alors c'est vrai que je me suis longtemps posé la question, est-ce qu'il faudrait pas que je me mette à niveau et que j'essaye de passer un BPGEPS? Mais clairement c'est pas faisable, déjà d'un point de vue de temps, d'un point de vue d'argent à nouveau, aussi d'un point de vue du cheval, parce que voilà, il faut quand même son cheval pour passer le BPGEPS, et c'est pas avec la Daki Chanel que je vais faire ça. Et puis j'ai pas le niveau, tout simplement, même si je me remettais à niveau, déjà ça prendrait un temps considérable, mais voilà, j'ai absolument pas le niveau d'entrer dans un BPGEPS. Et puis, au-delà de ça, l'argument qui reste quand même le plus important à mes yeux, c'est qu'il n'y a pas à dire, mais d'un point de vue philosophie, ça n'est pas compatible, tout simplement, parce que dans le contenu du BPGEPS, il y a énormément de choses qui ne me correspondent pas, et j'ai pas envie de passer un diplôme si c'est pour me faire violence avec des notions avec lesquelles je suis pas en accord, avec des enseignants peut-être où on n'a pas les mêmes points de vue, les mêmes notions par rapport aux chevaux. Donc voilà, pour moi, je me suis longtemps posé la question, mais aujourd'hui, vraiment, c'est assez ferme dans ma tête. Je ne passerai pas de BPGEPS parce que ça ne me correspond pas, tout simplement, et je préfère ne pas être professionnelle, mais rester dans mon éthique, plutôt que d'aller passer un diplôme qui ne me conviendra pas. Donc, du coup, non, je ne passerai pas professionnelle, parce que actuellement, voilà, c'est le chemin pour devenir professionnelle. Ou alors, s'il faut que je passe pro, ce sera d'une autre façon. Mais quoi qu'il arrive, je pense qu'il ne faut même pas se poser les questions dans ce sens-là. Aujourd'hui, je n'ai pas le niveau d'un professionnel, c'est clair et net. Je le vois et je le constate encore plus quand je vais voir des éthologues professionnels, quand on va faire les interviews et tout ça. Il y a eu le cours avec Christophe, par exemple. Quand je fais ça, je me dis, mais je suis une grosse débutante, quoi. C'est dingue le manque de niveau que j'ai, le manque de connaissances. Je me rends compte vraiment quand je vais côtoyer ces personnes-là, il y a beaucoup de choses qu'il faudrait que je connaisse, que j'arrive à acquérir. Donc clairement aujourd'hui, j'ai pas du tout le niveau d'un professionnel, j'apprends tous les jours. Donc peut-être qu'un jour la question se posera, en tout cas aujourd'hui c'est pas d'actualité, je m'en sens pas capable, j'ai pas le niveau, et puis au-delà de ça c'est même pas forcément ce que je cherche, donc je préfère continuer ma pratique tranquillement, à mon rythme, et puis on verra bien ce que l'avenir nous réservera. Je reçois des messages toutes les semaines pour me demander ce genre de choses, donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie d'y répondre aujourd'hui. Donc non, je propose aucune prestation, ni cours, ni stage, tout simplement parce que, je l'ai dit, je ne suis pas professionnelle. Tout ce que je fais avec les chevaux, c'est à titre amateur, c'est du loisir, c'est sur mon temps libre. Même les séances avec les chevaux propriétaires, voilà, je l'ai dit, elles sont gratuites, c'est vraiment voilà, à titre amateur. Et ça reste limité. Des chevaux de propriétaires, j'en prends pas 15 dans la semaine, des fois j'en vois pas pendant un mois, là par exemple ça fait un mois que j'ai pas pu en travailler. Donc clairement, voilà, c'est vraiment un fonctionnement qui est libre, qui est à titre de loisir, et voilà, je ne propose rien, je suis pas professionnelle, donc si vous voulez des cours ou des stages, il vaut mieux aller vous adresser à des gens qui sont diplômés, qui ont leurs brevets fédéraux d'équitation éthologique, parce qu'ils seront plus compétents que moi, et surtout ils seront qualifiés pour vous encadrer. Du coup, non plus, parce que voilà, Animaiki n'est pas une entité officielle, je le redis, je ne suis pas professionnelle, donc je ne prends ni de stagiaire ni d'apprenti, je travaille toute seule. Je ne vis pas d'Animaiki, ça me rapporte presque rien, donc clairement c'est pas avec ça que je vais pouvoir prendre des gens pour m'accompagner.
c'est vraiment du loisir et j'ai pas les moyens de développer le projet plus que ça. Donc voilà, c'est pas faisable non plus, on me pose la question souvent et j'y réponds à nouveau ici. Donc vous le savez, je travaille toute seule pour Animaiki, je fais tout sans équipe. Et oui, bien sûr, d'avoir une équipe, ce serait tellement plus confortable pour m'aider à filmer ou pour m'aider même dans les déplacements, par exemple, quand je vais voir des professionnels, parce que c'est sûr que de tout faire seul de A à Z, c'est quand même très lourd. Ça me demande beaucoup de compétences, beaucoup de temps et c'est pas toujours évident. Mais c'est aussi compliqué d'avoir une équipe dans le sens où je pourrais pas la rémunérer, parce que déjà moi-même je me rémunère pas. Ce serait aussi compliqué niveau disponibilité, parce que je sais que ce que j'aime aussi dans Animaiki, c'est de pouvoir réaliser mon contenu vraiment librement. C'est-à-dire que si je décide, tiens, dans 1 heure, je vais tourner ma vidéo dans mon rond de longe, j'ai pas à prévenir des gens de venir m'accompagner, parce que voilà, typiquement le rond de longe, je peux me filmer toute seule, ça se fait très facilement. Donc voilà, j'y arrive. Mais c'est vrai que ce serait bien d'avoir quelqu'un, mais il faudrait qu'il soit tout le temps à mes côtés pour être tout le temps sur les mêmes timings que moi. C'est pas évident. Et puis c'est vrai que j'ai quand même une nature assez solitaire, donc voilà, pour l'instant ça se fait comme ça. Mais si Animaiki pouvait grandir et si je pouvais avoir une équipe, c'est sûr que ce serait vraiment top. Et puis même pour les résultats, il y aurait un contenu qui serait tellement plus qualitatif. Mais bon, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Si vous allez sur le site de la Fédération française d'équitation, plus précisément dans le FFE Club SIF, c'est même pas forcément nécessaire d'avoir une licence pour y accéder. Vous verrez qu'il y a une carte où c'est la carte éthologie, où en fait vous choisissez votre département et ça vous montrera toutes les structures éthologiques. Donc en fait ça vous affiche tous les enseignants qui sont titulaires des BFE, donc les brevets fédéraux d'équitation éthologique. Et ça, c'est super pratique parce que ça permet vraiment de référencer en France tous les gens qui peuvent enseigner l'équitation éthologique et délivrer les savoirs. Donc ça, c'est super utile. Si jamais vous cherchez une structure ou un professionnel pour prendre des cours ou faire des stages en éthologie, n'hésitez surtout pas à passer par cette carte sur le site de la FFE, c'est super pratique. C'est vrai que c'était pas forcément évident au début, d'abord parce que je ne connaissais pas les professionnels, je leur avais jamais parlé, et puis parce que j'étais quand même une toute petite chaîne au début quand j'ai commencé à les contacter, donc j'avais pas trop confiance en moi, je savais pas trop comment les aborder, donc c'était pas évident. Mais c'est vrai que plus le temps passe, plus c'est facile, et puis c'est normal, c'est aussi se créer un réseau, tout simplement. En tout cas, à chaque fois que je collabore avec des professionnels, plus je collabore avec eux, plus ça me rend crédible, tout simplement parce que ça me permet d'avoir des exemples à montrer. Typiquement, quand je fais une interview, quand je dis à un professionnel j'ai déjà fait ce genre de contenu avec lui, lui, lui et lui, forcément ça me crédibilise. En tout cas, en général, quand je contacte les professionnels, ça se fait la plupart du temps soit par mail, soit par Facebook. C'est vrai que les réseaux sociaux, c'est hyper pratique parce qu'ils ont le message assez facilement et c'est simple pour eux d'y répondre. Après, il y en a avec qui c'est plus compliqué que d'autres parce que voilà, ça dépend chacun le nombre de mails qu'il reçoit. Mais c'est vrai que, en tout cas, quand je les aborde, c'est beaucoup plus facile d'arriver en tant qu'Animaiki, c'est-à-dire avec un projet, avec quelque chose de concret, en disant c'est pour faire du contenu ensemble, on peut faire ça, ça et ça. Et ça, c'est vrai qu'en général, ça leur plaît. Et puis surtout, plus Animaiki grandit, plus c'est simple pour moi d'aller vers les professionnels. Et puis surtout, maintenant, il y a des professionnels qui commencent à venir vers moi d'eux-mêmes, donc ça c'est très appréciable parce que c'est plus forcément moi qui ai besoin d'aller les démarcher, et ça c'est top. Et puis ce qui est bien aussi, c'est que le principe du réseau, c'est que voilà, plus je les connais, plus ça simplifie les échanges. Ça m'arrive maintenant qu'il y ait des professionnels qui me présentent à d'autres professionnels, donc ça m'ouvre encore plus de voies, et ça j'avoue que c'est quand même super confortable. Les échanges avec les pros, c'est toujours super bien. C'est vrai que c'est à la fois magique, c'est ultra positif parce que c'est vraiment des gens qui ont une expérience et un savoir-faire avec les chevaux qui en général est assez impressionnant. Donc les échanges avec eux, c'est passionnant et je sais que c'est une véritable opportunité de pouvoir passer quelques heures ou quelques jours avec eux. C'est vraiment un privilège et j'en ai complètement conscience et je le savoure à chaque fois. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a aussi un côté stressant. D'abord parce que quand je vais les voir, c'est pour faire du contenu. Donc on a quand même des impératifs de résultats.
j'ai mon matériel, il faut que mon matériel fonctionne. Il y a aussi un côté météo, parce que bon, on fait quand même un sport d'extérieur, donc si la météo n'est pas bonne, c'est pas toujours facile. Et puis c'est vrai qu'il y a aussi un côté parfois un petit peu frustrant, parce que voilà, moi je sais que je suis dans mon écurie où je suis toute seule, je pratique toute seule, et j'ai très peu d'échanges avec d'autres gens qui font de l'éthologie. Et quand je vais voir les professionnels, je sais que je vais les avoir pendant quelques heures, et c'est un peu frustrant parce que j'ai tellement de choses à leur demander, il y a tellement de choses où j'aimerais avoir leurs avis, comment est-ce que eux ils font, qu'est-ce qu'ils en pensent, et je peux pas tout leur demander, c'est pas possible, sinon on y resterait 4 ans, donc il faut choisir, il faut avoir des priorités, et ça c'est vrai que c'est pas évident. Pour autant, les échanges avec les professionnels, je pense que c'est vraiment mes meilleures expériences grâce à Animaeki. Ça me forme énormément. En plus, je sais que vous adorez ça également. Donc, c'est des opportunités que je savoure à chaque fois. C'est une vraie chance et je suis vraiment ravie de pouvoir vivre ça à leur côté. Il y en a énormément et plus le temps passe, plus c'est difficile parce qu'en fait, plus j'ai envie d'aller en voir plein. Au début, quand je connaissais pas vraiment le milieu, je connaissais quelques professionnels en équitation éthologique, mais ça se limitait quoi, c'était 5-6 personnes. Donc dans ma tête, je me disais voilà, je vais faire figurer ces 5-6 personnes sur Animaeki et ce sera bon. Aujourd'hui, le problème c'est que plus j'en rencontre, plus je me rends compte que y a des gens passionnants que je connaissais pas, et en fait, plus j'ai envie de voir toujours plus de gens sur Animaeki. Et c'est vrai que c'est génial, mais c'est difficile de les sélectionner parce que je peux pas faire passer 15 professionnels sur Animaeki tous les ans parce que j'ai pas le temps tout simplement de réaliser ce contenu. Donc je suis obligée de sélectionner et ça c'est pas facile parce que voilà, il y a tellement de gens qui sont passionnants à écouter, qui font des choses fantastiques avec les chevaux, il faudrait tous les mettre en avant. Mais voilà, techniquement, je suis quand même limitée donc c'est pas facile. Pour autant, je ne vais pas vous donner de nom, simplement parce que y y en a trop, et puis il y a quand même quelques surprises que j'aimerais vous réserver. Mais en tout cas, oui, j'ai beaucoup d'idées. Il y en a aussi plein avec qui j'ai déjà collaboré, que j'aimerais aussi retrouver, parce que voilà, il faudrait qu'on aille plus loin. Mais en tout cas, voilà, on va voir ce qui se fera. Mais je suis ultra motivée, ça c'est sûr. Pour terminer cette foire aux questions, je vais vous parler un petit peu de ce qui va arriver en 2020 sur Animaeki, puisqu'il y a plein de choses qui sont prévues. Alors d'abord au niveau des professionnels, justement, on en parlait. Il va y avoir des vidéos donc avec Eki Clever H. Vous le savez, il y en a déjà pas mal qui sont passées, puisque vous avez eu la vidéo pro de Eki Clever H, celle de Christophe Bruyère, et aussi le cours avec Christophe, qui était donc en 3 parties. Comme il y a eu un cours avec Christophe, il y aura un cours avec Émilie, il y aura aussi une interview avec chacun d'eux et des démonstrations. Donc tout le contenu avec Eki Clever H va donc arriver en 2020 et sera dispersé sur l'année, il va y avoir plein de choses intéressantes. Vous avez aussi découvert en décembre l'interview avec Andy Booth, donc bien sûr vous vous doutez que ce ne sera pas le seul contenu avec lui, on vous réserve d'autres vidéos ensemble. Et puis il y a d'autres professionnels qui vont figurer eux aussi sur Animaeki au cours de l'année 2020. Je ne vous dis rien parce que je préfère ne pas parler des choses tant que les tournages ne sont pas faits et que les vidéos ne sont pas mises en forme, mais en tout cas il y a d'autres professionnels qui vont arriver. À part ça, je vous avais aussi parlé un petit peu sur Facebook de certains sujets que j'aimerais aborder où j'ai des remises en question par rapport à ça. Par exemple, sur les jeux Parelli, il y a certaines choses où j'ai changé un petit peu d'avis. Au niveau du travail en liberté aussi, il y a des choses que j'ai affinées. Je vous avais aussi fait au début de la chaîne une vidéo sur le dégazage et là encore il y a des choses où j'ai nuancé un petit peu mes propos. Donc je pense qu'il y aura des vidéos remises en question comme ça sur des thématiques que j'ai déjà un petit peu abordées sur la chaîne mais où mon avis a évolué et on pourrait les reprendre ensemble. Dites-moi si ça vous intéresserait. On m'a aussi posé beaucoup de questions à propos de la friandise. Alors la friandise, ça a vraiment l'air d'être un sujet qui vous intéresse beaucoup. Alors que ce soit des gens qui veulent introduire la friandise, des gens qui ont des problèmes de respect avec voilà, un cheval qui se comporte mal quand il y a des friandises. Quoi qu'il arrive, il y aura une vidéo dédiée à ce sujet, mais ça n'arrivera pas tout de suite, tout simplement parce que je pense qu'il me manque encore de la matière pour vraiment pouvoir bien l'aborder, il me manque encore des connaissances. Donc quand je serai vraiment prête, ça sortira, mais je ne sortirai cette vidéo que quand je jugerai que c'est vraiment le moment, tant que j'ai encore des doutes et des manques, je préfère la garder de côté.
En tout cas, sur cette année 2020, il va y avoir 2 vidéos en lien avec la friandise, puisque je vais vous proposer 2 séances de politesse au repas. Donc une séance avec la DAC, une séance avec Chanel, où du coup on va travailler avec un seau rempli de nourriture. Ce sera l'occasion de parler de la friandise, donc ça va arriver assez rapidement dans les mois qui viennent. Vous êtes aussi très nombreux à m'avoir posé des questions à propos d'exercices précis. Donc en général, les 2 qui reviennent très souvent, c'est le déplacement des épaules. Vous avez beaucoup de mal pour mobiliser les épaules, notamment sans que l'arrière-main bouge. Et puis aussi le départ sur le cercle, donc l'envoyer sur le cercle. Ça, j'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec cet exercice-là. Donc en général, quand vous me demandez, je prends le temps de vous répondre indépendamment, mais c'est vrai que de répondre 15 fois de suite la même chose, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc j'aimerais faire à partir de 2020 des vidéos qui soient vraiment ciblées sur des exercices précis, où ce soit détaillé. Mais le problème, c'est que cette série de vidéos que j'aimerais faire, ça demande beaucoup de travail. Donc je ne sais pas vraiment comment je vais la réaliser, je ne sais pas non plus quand, mais en tout cas, je l'ai dans la tête et j'aimerais le faire. Donc c'est peut-être quelque chose qui va arriver en 2020. Au-delà de ça, il y a aussi une question qu'on m'a posée pour la foire aux questions et ça, je prévois d'en faire une vidéo. Donc je voulais vous demander votre avis si ça vous dit. C'est tout simplement qu'on m'a demandé si j'avais eu avec les chevaux des remises en question vraiment en électrochoc, c'est-à-dire d'un coup quelque chose qui se passe où je comprends une notion, un concept d'un coup, et ça j'avoue que ça m'est arrivé mais des dizaines de fois. Donc est-ce que ça vous intéresserait d'avoir une vidéo où j'en reprends certains pour vous les détailler et vous dire vraiment ce que ça a changé pour moi? C'est assez personnel comme vidéo et je sais pas vraiment si ça vous apportera quelque chose, mais si jamais ça vous dit, n'hésitez pas à me le faire savoir et je ferai peut-être une vidéo là-dessus. On va terminer avec 2 annonces où ça va arriver. Déjà, la première, ça concerne les vidéos analyse. Alors, je sais que c'est votre format préféré sur Animaeki. C'est aussi celui que je préfère moi également. Et ça fait un grand moment maintenant que plusieurs d'entre vous m'ont proposé de faire des analyses avec vos vidéos à vous. Donc, que vous puissiez m'envoyer et ensuite, on pourrait les décrypter ensemble. Donc, jusqu'à maintenant, c'est quelque chose que je fais, mais on le fait en privé. Mais du coup, maintenant, je pense que c'est le moment d'aller un petit peu plus loin. Donc voilà, à partir de 2020, ça va se mettre en place. Je vous tiendrai au courant. Je récolterai des vidéos parmi vous, de vous en train de pratiquer avec vos chevaux. Et du coup, on les analysera avec les ralentis, les arrêts sur image, tout ce qu'il y a à noter pour bien comprendre ce qui se passe. C'est quelque chose que vous me réclamez depuis longtemps, alors j'espère que ça vous fait plaisir, en tout cas de mon côté. Je pense que ça pourrait être sympa à être mis en place du coup. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et je ferai appel à vous lorsque j'aurai besoin du coup de récolter des vidéos pour réaliser ce format. Et puis dernière chose, c'est que cette vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement, donc la foire aux questions, c'est la vidéo numéro 193 sur Animaeki, donc tranquillement ça commence à faire. Et la vidéo numéro 200 se rapproche de plus en plus. Et pour cette vidéo-là, j'ai vraiment envie de marquer le coup avec ce palier, donc la 200e vidéo. Et vous verrez, ce sera une grosse surprise. C'est quelque chose que je mets en place depuis maintenant plusieurs mois. On y réfléchit et j'aimerais vraiment le faire. Donc du coup, pour la 200e vidéo, vous aurez une surprise. Je pense que ça vous plaira. Donc on va attendre tranquillement d'y arriver. Plus que quelques vidéos pour y être. Et vous verrez, ce sera une annonce où vous serez impliqués. Donc j'espère que ça vous plaira. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette foire aux questions. Alors il y a eu plein de questions super intéressantes de votre part. Malheureusement, je n'ai pas pu répondre à toutes. J'ai été obligée de sélectionner et c'est dommage parce qu'il y en a plein qui étaient vraiment géniales que j'ai été obligée de laisser de côté. Mais j'ai déjà pu répondre à 25 questions. J'espère que vous aurez été satisfaits. En tout cas, les questions auxquelles je n'aurais pas répondu, n'hésitez pas à me les reposer ici en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir parce que voilà, je tiens à ce que vous ayez tous quand même une réponse. Donc n'hésitez pas à m'écrire. En tout cas, de mon côté, je vais vous laisser là. J'espère vraiment que cette vidéo-là vous aura plu. J'espère que 2020 sera une année merveilleuse pour vous et je vais donc vous laisser là.